Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Café Santé sur Clubhouse. Aujourd'hui, nous allons faire un tour en Algérie pour parler de étudiants en médecine en Algérie, les enjeux et défis. Nous avons une jeune médecin, Waïba, qui va nous parler de la formation en médecine. Et nous avons aussi eu avec nous une invitée surprise, Amine, qui est étudiant en médecine. Sur le plateau, nous avons Michel Kanda, Sophie Ruderan, Cathy Perle et Ophélie Virales. Je suis Prévost Jean-Chou, médecin spécialiste. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de la médecine et on va d'abord poser à Waïba la question qui sûrement a dû déjà être posée 1000 fois dans sa vie. Pourquoi est-ce que Waïba, tu as choisi de faire la médecine? En fait, pour moi, ça a toujours été la médecine. C'est comme un rêve d'enfance. Depuis toujours, je voulais être médecin. Et il y a aussi cette curiosité de vouloir comprendre le fonctionnement du corps humain, le, le cerveau, comment ça fonctionne. Il y avait une question qui m'intriguait beaucoup. Je me posais souvent une question, est-ce que c'est le cerveau qui maintient le corps en vie ou c'est l'inverse? Donc, c'est vraiment une curiosité autour du corps humain. Oui, effectivement, cette curiosité qui souvent chez les enfants apparaît dès l'instant où on découvre le fonctionnement de plusieurs systèmes et cette curiosité est parfois enrichie par l'entourage familial. Est-ce que tu en avais dans ta famille des personnes dans la santé? Dans la famille proche, non, je suis le premier médecin de la famille et donc j'avais pas vraiment une idée sur la vie quotidienne des médecins, mais j'aime tellement le domaine médical, donc le choix de la médecine était plutôt naturel pour moi. C'est c'est vraiment un choix de cœur, la médecine. Absolument, c'est intéressant de pouvoir justement choisir des disciplines lorsqu'on n'a pas d'expérience familiale. Donc ça veut dire aussi connaître comment cette discipline fonctionne. On pourra entrer en détail sur justement les premiers contacts avec le milieu hospitalier, etc. Mais je pense que c'est important de pouvoir oser et c'est un peu aussi le message qu'on veut faire à travers le Café Santé, ce qu'on fait dans nos rooms, c'est de donner aux gens la possibilité d'oser rêver de choses qu'ils n'ont pas sous la main et ça, c'est fondamental. Et du coup, moi, ouais, j'avais aussi une petite question. Tu as pris une filière du coup complètement scientifique. Alors, je sais pas comment ça se passe en Algérie au niveau du lycée, on va dire, les collèges-lycées, plutôt lycée. Tu es parti directement dans la filière scientifique. Tu savais exactement où tu allais aller et tu as suivi ce chemin-là directement, c'est ça? Oui, en fait, après le collège, après avoir passé le collège, on passe au lycée. Et c'est là où on doit choisir soit une filière sci- scientifique et mathématique ou bien les filières beaucoup plus littéraires et philosophiques. Donc moi, comme j'aimais les maths et la science, mon choix a été directement vers les sciences expérimentales. Et justement, pour faire médecine en Algérie, il faut avoir un baccalauréat. Et, euh, et ce bac, en fait, c'est dans la filière des sciences expérimentales ou alors un bac en mathématiques ou même un bac en maths techniques on peut faire avec la médecine en Algérie. Il faudrait aussi avoir un bac avec une bonne moyenne et être classé parmi les premiers, car il y a une sélection qui se fera selon le nombre de postes disponibles par année et par faculté. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de postes et si on n'est pas bien classé, on ne pourra pas faire médecine. Et du coup, il faut vraiment euh, bien travailler durant le lycée et avoir un bac avec une bonne moyenne. Voilà. Donc, le Écoute, baccalauréat dont tu merci. parles, c'est bien la fin des études secondaires.
C'est ça, hein, parce que souvent il y a une confusion entre les baccalauréats au sens Oui, 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 c'est à la fin université de... plus deux. Exactement. Donc c'est l'étape juste avant l'université. Exactement, c'est les études secondaires. Je pense même en France, ils appellent ça les études secondaires. Ouais. Et juste après, il y a le bac. C'est un peu comme le bac français. C'est presque le même système en fait. Et donc, par rapport à ça, les étudiants à la fin décident d'aller dans des universités. Est-ce que tu peux nous donner une idée un peu de la répartition des facultés de médecine à l'échelle du pays? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas assez? Oui, nous avons 48 provinces en Algérie. Cette année, il y a eu une nouvelle, il y a eu une nouvelle règle et donc à partir de l'année dernière, nous avons 58 provinces et nous avons 11 facultés de médecine dans tout le territoire national, dont la plus importante, c'est la faculté de médecine d'Alger, de la capitale, qui comprend le plus nombre d'étudiants, qui peut aller jusqu'à 900 étudiants par promotion. Et pour les autres facultés, ça varie entre 150 et 300 étudiants par année, on va dire. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près ça, en fait. Donc, dans la grande ville d'Alger, s'y danse une seule faculté de médecine avec 900 étudiants. Donc, c'est quand même un enjeu important pour accéder pour vous comme étudiant après le baccalauréat. La compétition est rude. Oui, mais l'avantage, c'est que au niveau de la capitale, il y a le plus grand nombre d'hôpitaux. Nous avons trois grands CHU et une quinzaine d'établissements hospitaliers spécialisés ou bien des établissements hospitaliers de proximité. Donc, nous sommes répartis dans, dans, dans tous ces hôpitaux. C'est super. Pardon, vas-y, docteur. Non, non, je disais, c'est un point important puisqu'on parlera tout à l'heure des stages hospitaliers et le fait qu'il y ait beaucoup de lieux de stage, ça favorise et facilite la formation puisqu'on parle de la santé avec le côté théorique qui est important, mais le côté pratique est encore plus déterminant. Donc tous ces milieux de stage, c'est une belle opportunité. Excellent. Donc, on va peut-être parler du concours d'entrée en médecine, comment Ouais, ça se s'il passe y en a concrètement. un, surtout, parce que ça dépend des pays. D'après ce que j'ai pu comprendre, si la sélection se fait au lycée, peut-être qu'il n'y a pas de concours d'entrée. Dis-nous en plus. Exactement, exactement. Nous n'avons pas de concours, mais, mais par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport aux moyennes du bac dans les différentes filières scientifiques. Et de là, on est sélectionné pour faire la médecine. Et c'est là où on commence le premier cycle des études de médecine. Donc c'est un classement à la fin du bac et le premier choisit ce qu'il veut faire, le deuxième, etc. jusqu'à épuisement des 900 places, c'est ça? C'est exactement ça. Et durant les 3 premières années de médecine, c'est plutôt, on va dire, les 2 premières années, ce sont des années préparatoires pour les études médicales. On fait de l'anatomie, la physiologie, la déontologie. C'est comme des années préparatoires pour les études médicales. Et nous sommes tous affectés en médecine. D'accord. Il y a un petit concours après ces 2 ans? Ou est-ce que c'est vu comme une prépa? Ou plutôt comme vraiment le début du cursus? En fait, c'est le début du cursus D'accord. durant les 2 premières années. Et pour passer à la prochaine année, il faut avoir tous ces modules, il faut avoir une moyenne générale qui dépasse les 10 et il faut pas avoir une note éliminatoire parce qu'on peut avoir une moyenne de 15, mais si on a une note éliminatoire, on passe pas à l'année prochaine.
C'est comme ça que se fera la sélection pour les années suivantes. D'accord, c'est super intéressant ce mode-là. Du coup, la sélection se fait plutôt sur le travail du lycée et il n'y a pas ce côté concours à l'entrée de la fac comme donc après c'est ça aussi que vous avez au Canada, il me semble, non? Oui, en fait, il y a toute une sélection à la fin des études secondaires qui repose sur les notes. Donc, on a ce qu'on appelle la cote R, et puis sur un système de... C'est comme un questionnaire qu'on doit faire en ligne, un examen pour évaluer certaines compétences. Donc, la partie qualité du travail du secondaire compte, mais il y a aussi à peu près 50% pour cet examen en ligne qu'on appelle Casper. Donc c'est vraiment intéressant la différence avec... Et puis ensuite il y a les entretiens. Alors que ce qu'on entend hein, pour l'Algérie, il n'y a pas d'entretien à Ouaïba au moment de l'entrée en médecine. Non, nous n'avons pas d'entretien, c'est seulement les épreuves finales à la fin de, de chaque année qui est divisée soit en semestre ou en trimestre. Donc, il n'y a pas. Donc ça veut dire aussi que pour beaucoup d'étudiants, c'est vraiment dans la phase du secondaire qu'il faut commencer à anticiper dès l'instant où ils pensent que ça va être une filière qui va les intéresser, la médecine. On dit toujours pourquoi faut-il travailler à l'école. C'est sûr que c'est Exactement. important Ça aussi de commence. les motiver. Exactement. Ça peut commencer même au collège. Et du coup, c'est au collège, si on a si on a de bonnes notes, on peut faire les filières scientifiques. Et si on a une bonne moyenne au bac, donc on peut faire la médecine. Intéressant, intéressant. Donc, on va pouvoir passer à l'autre question, mais on salue d'abord Amine. Hello Salut, Amine. salut tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien Très et bien, toi? merci. Ça va, Salut merci. Amine. Salut Wahiba, je me présente. Je suis étudiant en septième année en médecine. C'est mon année d'internat en Algérie. Voilà. Ah ben Excellent. super. Du coup tu peux rester avec nous, ça va être cool de pouvoir interagir aussi avec toi, on va voir les deux. Oui, en plus, nous sommes dans deux facultés différentes, donc ça va nous apporter peut-être encore plus d'informations sur le côté pratique. Excellent. C'est vraiment intéressant, justement, le partage d'expériences. Donc, on est toujours dans les premières années de médecine, donc les cours théoriques. Et puis, à ce moment-là, vous avez différents modules. Est-ce que ces cours théoriques sont magistraux ou c'est sous forme de cas cliniques, sous forme de... Nous, ici au Québec, on parle de APP. C'est un acronyme qui dit apprentissage par pratique. Et on donne souvent un cas, monsieur Untel a mal à l'orteil, qu'est-ce que vous faites à partir des antécédents et de l'examen clinique, etc. Est-ce que vos premières années, disons les premières années de médecine, sont essentiellement des cours magistraux? Comment se fait cet enseignement? Je, Alors, ça dépend. Vas-y, vas-y Weiba et puis après Amine on te laissera le micro. D'accord. Alors, ça dépend du cycle parce que on commence d'abord par le cycle pré-clinique qui dure 3 ans et ensuite nous avons le cycle clinique qui dure encore 3 ans. Par rapport au premier cycle qui est le cycle pré-clinique, nous avons des cours pendant les 2 premières années, nous avons que des cours magistraux et ça se passe qu'au niveau des universités. On on va pas à l'hôpital, nous avons des TD, des travaux dirigés et des cours magistraux. Donc les 2 premières années, ce sont 2 années purement théoriques. On va jamais à l'hôpital pendant les 2 premières années. Et c'est en troisième année où on aura un premier module qui est la sémiologie et c'est là où on commence à partir à l'hôpital. C'est le premier contact avec les patients et le milieu hospitalier avec d'autres cours théoriques qui sont des cours magistraux. Donc ça concerne le cycle préclinique pour les 3 premières années.
D'accord. Et pour toi, du coup, Amine, c'est pareil que Weiba en termes de fonctionnement? Oui, en fait, en première année, il y a une particularité. En première année, c'est un système compensatoire. C'est-à-dire, on fait plusieurs modules à la fois, mais à partir de la deuxième année, c'est un système unitaire. Donc, on va étudier différents modules dans la même unité. Par exemple, on va étudier l'unité cardiovasculaire. Donc, on va faire l'histocardiovasculaire, l'amatocardiovasculaire, etc. C'est le nouveau programme, ça a été réformé depuis 2 ans. Donc, on va faire tout ça, après on passe l'examen. On doit valider, ce n'est pas la moyenne de 10 sur 10, mais l'unité. On doit valider l'unité. Donc l'unité cardio, on doit la valider avec minimum 10. Après, quand on passe à l'autre unité, c'est la même chose. Donc c'est toujours, il faut valider avec 10. C'est la nouvelle réforme. Donc il faut valider tous les modules. La moyenne n'est plus aussi importante comme les unités. Par contre, voilà, donc je voulais dire aussi en deuxième année, en première année aussi, on fait des TP. Oui, on a des TD et des cours magistraux, mais aussi des TP d'anatomie dans le laboratoire d'anatomie de l'université et des TP d'histologie dans le laboratoire d'histologie de l'université. Donc c'est une lecture de différentes lamelles de tissus histologiques, pathologiques et normales plus, les TD d'anatomie, bien sûr, où on utilise des mannequins. Voilà. Merci Amine, c'est super intéressant. Ton université, c'est dans quelle ville, Amine? Moi, c'est à la ville de Tizi Ouzou. Et votre cohorte, chaque année, c'est combien d'étudiants? À Tizi Ouzou, donc c'est environ 300 étudiants. Donc c'est une petite faculté. Je pense que c'est la plus petite d'Algérie. C'est environ entre 250 jusqu'à à 350, dépendant des années. Et voilà, on a des petits groupes de TP de 25 groupes pour les TP d'anapath et d'anatomie. Mais à partir de la troisième année, comme l'a expliqué Wahiba, c'est des stages pratiques à l'hôpital, dans les services de médecine interne et de différents services. C'est le stage pratique de la sémiologie. Donc, on fait les cours magistraux à la fac. En plus de ça, on fait le stage d'initiation à la pratique clinique. Donc, c'est un stage de diagnostic et surtout de faire les différents examens de différents appareils. Voilà. C'est à partir de la troisième année. Mais dans le nouveau programme, parce que moi je suis en septième année, donc c'était avant la nouvelle réforme. Actuellement, en première année, on exige un stage de soins infirmiers. Voilà. Donc c'est à la première année. Chose que j'aurais aimé faire moi aussi, parce que nous, on n'avait pas ce stage à faire, donc on était obligés, on était livrés à nous-mêmes pour aller apprendre tout ce qui est paramédical. C'est bien, je trouve, le fait qu'ils introduisent ça dans votre promotion. J'ai l'impression que nous, c'est un petit peu un mix en France parce qu'il y a du coup le concours d'entrée où la première année, c'est vraiment de la théorie, où il y a du coup beaucoup de modules, enfin beaucoup de matières et on est vraiment sur de la théorie. C'est un concours, donc les places sont très limités aussi et donc les examens, les concours se font sur le 2 temps, en janvier et puis en mai-juin. Donc là, on est sous un autre format et le stage infirmier commence en deuxième année de médecine, une fois que le concours est passé en fait. C'est à ce moment-là qu'il commence à y avoir des choses un peu plus sérieuses et il me semble que c'est en troisième année qu'il commence l'externat. Il commence très tôt l'externat en France. Donc c'est assez intéressant de voir les différentes choses. Oui, Amine? Non, j'allais dire qu'en Algérie, en troisième année, c'est l'initiation à l'externat. Donc, c'est uniquement le stage de médecine interne. Mais à partir de la quatrième année, qui est le cycle clinique, on commence les stages tous les jours à l'hôpital le matin et les cours le soir, soit à la fac, soit dans les salles de cours des hôpitaux. Voilà. Je crois que c'est aussi en quatrième année en France. Donc t'as pris? Oui, 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 non, c'est vraiment intéressant de voir cette étape de transition parce que ça va être les premiers pas à l'hôpital, une phase déterminante, notamment lorsqu'on commence à voir les concepts d'anatomie. Il a parlé tout à l'heure, Amine, des TD, des travaux dirigés sur des mannequins, etc. Mais le rêve des étudiants, c'est vraiment ce premier pas à l'hôpital. Et j'ai envie de demander à Waïba comment était ton premier pas à l'hôpital. Alors oui, j'avoue que les premiers jours,
à l'hôpital, c'est là où on commence vraiment, qu'on est en train de faire de la médecine au début, parce qu'on part pas à l'hôpital et avec justement ce module de sémiologie, on part une seule fois par semaine et c'est là où on se sent vraiment qu'on est des étudiants en médecine. Euh, Comme je disais, moi je suis de nature sociable, j'aime les j'aime les gens, j'aime les patients, donc le premier contact a été plutôt fluide. Et puis on est toujours assisté avec on est par des résidents ou des maîtres assistants qui nous mettent à l'aise avec les patients. Ça a été vraiment fluide au début. Et on vous met dans n'importe... Pardon, après tu voulais... Non, non, vas-y, Ophélie. Et à ce moment-là, on vous met dans le service, un service en particulier ou comment ça se passe à ce moment-là? Oui, c'est un service de médecine interne. C'est pour pouvoir faire tous les appareils du corps humain, l'appareil cardiovasculaire, l'appareil digestif. C'est parce que la médecine interne, c'est une spécialité où on touche à toutes les spécialités, on va dire. Et donc, c'est là où on commence le premier contact avec le patient, où on commence à traduire, on va dire, les termes de la vie courante en symptômes et signes cliniques propres à l'hôpital et aux patients. Super, merci. Donc après? Oui, oui, oui. Donc cette étape d'hôpital, euh, comme tu le mentionnais, vous avez beaucoup de différents lieux de stage. Est-ce que c'est un choix sur une format de carte? Vous avez des cartes de stage au début ou c'est attribué par l'université? Comment ça se passe l'attribution des lieux de stage? Bon, pour moi, mon premier stage, c'était en oncologie. Le premier stage, parce que j'ai fait le premier semestre en oncologie, le deuxième semestre en médecine interne. Donc, on était des sous-groupes de 15 et un groupe de 15 plutôt par service et des sous-groupes de 2. Donc, on est dans le service et on est encadré par des maîtres assistants, donc dépend des services. On fait aussi des stages, donc on initie. Pour moi, la première expérience, c'était quand même un peu brutal parce que je me suis trouvé dans un service d'oncologie où il y avait des patients, j'étais surtout à l'hôpital du jour, il y avait des patients de chimiothérapie. Donc voilà, vous savez que c'est des patients plus ou moins immunodéprimés, donc on portait en permanence des bavettes, des calots, etc. Donc voilà, c'était un peu brut comme premier service. Mais voilà, on a appris beaucoup de choses là-bas. Donc, c'est là où on nous a initiés à l'examen de l'appareil neurologique, digestif et tous les autres appareils. Voilà. Donc Merci. Vas-y, Doc, après. oui, oui, non, non, je disais, c'est vraiment des périodes intenses à la fois avec les stages et les cours. Et je voulais demander à Waïba, comment tu as organisé tes études dans cette période? Comment tu t'es organisé pour réviser dans ces premières années? Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de notions à assimiler pour permettre que lorsque vient ce moment de stage, vous ayez la possibilité de ressortir ces notions. Et comment l'apprentissage s'est fait pour qu'elle soit ancrée dans votre esprit? Je dirais tout d'abord, la clé pour réussir, c'est surtout d'être à jour dès les premiers cours, dès qu'on commence le stage, parce que je pense que commencer ses révisions dès le début, euh, c'est c'est très important et ne pas laisser en fait au moins le week-end passer sans faire ce qu'on a fait durant la semaine. Parce que si on arrive à garder un bon rythme de révision, on évite la pression et le stress des derniers jours avant l'examen, on évite le cumul des cours et des modules. Donc, et puis, quand on fait ces cours au fur et à mesure, on est mieux intégré dans le service, on comprend mieux les pathologies des patients. Quand on assiste au rapport de garde ou bien au colloque,
on arrive à comprendre mieux les pathologies des patients. Donc, je pense être organisé et garder un bon rythme dès le début des stages est un point très important pour les étudiants en médecine. Voilà. Et Amine, toi, de ton côté, si tu aurais un conseil, on va dire, pour un étudiant qui souhaite se lancer en médecine en termes de rythme de travail aussi, enfin, en termes d'organisation de travail? Oui, le secret, c'est de toujours être à jour, mais j'ajouterai un autre conseil, parce que les cours sont magistraux et donc facultatifs. Donc, je conseillerais toujours d'assister. C'est toujours bien d'assister, malgré qu'on ne retient pas l'intégralité du cours en assistant, mais mais au moins on arrive à mémoriser la structure et quelques informations en plus. Et il y a beaucoup de situations cliniques que les profs vont citer de leur propre expérience durant le cours magistral qu'on ne va pas trouver forcément dans les bouquins. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'assister à ces cours et de réviser et d'être à jour. Alors, tu me fais penser à quelque chose quand tu parles d'assister aux cours. J'ai fait ma médecine en France et à l'époque, on avait des systèmes de Ronéo. Je ne sais pas si le terme actuellement est toujours le même Ouais, ou ouais, c'est toujours le parfois, même. parfois c'est une ou deux personnes qui assistaient et pour tous les autres prenaient des cours et faisaient des polycopiés. Est-ce que chez vous, 80-100% des étudiants assistent ou on est plutôt dans les 20%? On est plutôt dans les 20%, je dirais moins parfois. Et je suis tout à fait d'accord avec Amine parce que pour moi, les cours auxquels j'ai assisté, parfois il y a les informations, elles sont gravées dans notre tête parce que le prof, il explique mieux, il donne des exemples réels, des cas cliniques et donc ça nous facilite la la compréhension du cours. Et je suis tout à fait d'accord sur l'importance d'assister aux cours magistraux. Et donc, ça veut dire aussi de pouvoir poser des questions. Parce que, au final, lorsqu'on est en phase d'apprentissage, la curiosité de l'esprit permet de poser aussi des questions. Tout à l'heure, tu disais que vous étiez 900 en première année à Alger. Est-ce que c'est un gros amphi de 900? Comment ça se passe? C'est des Ça- promotions d'octa après, c'est des promotions en fait. C'est 900 l'intégralité de 900 l'intégralité de la promotion, mais ils sont divisés en sections. Donc c'est entre 150 et 200 par groupe et c'est des amphis, oui, qui sont suffisants. Et pour moi, on était deux sections. Donc la section A, donc on était à environ 200 par section. Oui, on avait la capacité de poser des questions aux profs. D'ailleurs, c'est tout ça le but d'assister au cours. C'est surtout d'ailleurs s'il y a encore un conseil à faire, c'est essayer de préparer le cours à l'avance, ne serait-ce que de le lire pour qu'on puisse suivre le jour où on fait le cours avec le prof. Et comme ça, si on a des questions, on peut les poser. Voilà. et ceux qui n'assistent pas au cours, comment ils s'organisent pour récupérer les, euh, les informations? Est-ce que vous avez un système de polycopier qui Oui. se vend ou qui se donne? Comment ça se Oui, passe? oui. On donne pour le système préclinique, donc on donne les polycopiés à l'université, donc tout ce qui concerne la biologie, l'histologie, tout ça, on a des supports. Et pour la clinique, à partir de la quatrième année, on a les supports, donc c'est soit le KB français, les livres français, le IKB, ou bien les collèges, donc ça dépend du module. En général, c'est un support, c'est un livre carrément écrit d'avance, donc on utilise, c'est les livres des ECN français, donc c'est à peu près le même contenu, mais les élèves qui n'assistent pas s'arrangent quand même pour faire un enregistrement, parce que les profs souvent nous autorisent à enregistrer leur voix, comme ça, on a le, même si on n'a pas assisté, on a raté le cours, ou bien si on l'a assisté, on veut le réécouter, donc on a un système, on s'arrange entre étudiants, on a des drives où on met ces enregistrements, et en plus de ça, on a les diapos des profs. Donc les profs nous donnent leurs diapos qu'ils ont enseignés. Voilà.
Super, super intéressant. Ça me fait encore penser à l'époque où on avait des rétroprojecteurs. Et donc là, on est passé de ces rétroprojecteurs aux petits diapos qu'on mettait dans les projecteurs et ensuite, maintenant, on parle des diaporamas PowerPoint. C'est ça. Alors peut-être que Ouaïba, tu voulais réagir aussi avec ton Oui, expérience et après on accueillera oui, Marwan qui nous a rejoint sur le stage. Il a peut-être une question pour vous. oui. Je Vas-y. voulais juste en fait rajouter par rapport au support des cours. Nous avons le site officiel de la faculté où on peut retrouver tous les cours magistraux. C'est tout. C'est juste par rapport à ça. Ah, les enseignants, ils enregistrent, ils mettent en ligne, c'est ça? Non, c'est en format PDF qu'on peut retrouver leur support. Ah, ok, je comprends. Donc, un étudiant peut n'assister à aucun cours pendant toute l'année et obtenir tous ses cours en format PDF sur le site. Je Oui. comprends. Et faire les Oui, enregistrements, parce qu'on s'arrange entre étudiants. Enregistrer les cours. oui, mais en général, les étudiants les mieux classés, ce sont les étudiants qui assistent aux cours. Ah, Oui, voilà c'est une ça. bonne Je pense raison d'aller en en France, cours. c'est pareil. Je pense que dans la globalité des études, même tout court, c'est toujours mieux d'assister aux cours. Ça, c'est indéniable. Donc, d'après, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Après, on accueillera Marwan, du coup. Non, je disais, c'est une bonne raison d'encourager les étudiants à assister aux cours parce que souvent on demande quels sont les déterminants de la réussite. Alors les gens vont chercher, ah, il a un QI intelligent, il a ceci, mais si, comme tu le démontres, le fait d'assister entraîne à la fin de l'année des meilleures notes, c'est sûr que c'est un élément important parce que rien n'est plus frustrant pour un enseignant, et là je prends la casquette de l'enseignant, de préparer un cours et de se retrouver comme parfois on le voyait avec 10 élèves sur une promotion de 200. Et ça peut être assez frustrant pour les enseignants. Complètement. Alors, du coup, on va accueillir Marwan qui est monté sur le stage avec nous. Hello, Marwan. Je vois que tu as un petit cotillon. Donc, pour désactiver le micro, c'est en bas à ta droite. Et tu avais peut-être une question, sinon on te descendra dans l'audience. Si tu n'es pas proche de ton micro, tu ne pourras remonter sur le stage avec nous quand tu veux. Hop. Oui, on Donc dirait d'après, qu'il peut-être, oui, on ouais, dirait qu'il il n'est est pas pas. dispo. Je te redescends dans l'audience, tu peux remonter quand tu veux poser ta question. Hop, Euh, vas-y, docteur. Donc, la période toujours de la faculté est importante pour la formation d'un médecin. Et cette période, c'est ce que les enseignants donnent, mais aussi c'est comment est-ce qu'ils avancent. Tout à l'heure, on a un peu survolé la question quand on parlait de meilleures notes, mais comment est-ce qu'ils sont évalués en fait les étudiants Waiba en termes d'évaluation déjà au préclinique et ensuite dans les modules, selon les modules comme cardio, etc. Quelles sont les modalités d'évaluation des étudiants? Est-ce que c'est des examens magistraux? Est-ce que c'est des QCM? Comment ça se passe? Alors oui, pour le cycle pré-clinique durant les 2 premières années, je ne sais pas ce que ça a changé depuis parce que j'ai entendu Amine qu'il avait parlé de quelques modifications, mais mais pour moi c'était durant les 2 premières années, nous avons eu des semestres avec plusieurs modules et à la fin de chaque semestre, on est évalué selon une épreuve finale pour chaque module. Pour la 3e année, c'est la même chose, sauf que nous avons des modules qui sont encore plus, on est plus dans la médecine avec les modules de microbiologie, immunologie et tant d'autres. Et à la fin de la 3e année, nous avons un examen pratique au niveau de chaque service qui est l'examen de sémiologie où on nous fait des simulations avec des patients. Enfin, ce ne sont pas genre, on est dans des salles d'examen en binôme et chaque étudiant doit faire un examen clinique sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on est évalué sur la note pratique. Donc, Ça, c'est pour le cycle pré-clinique.
Donc, il y a un enseignant qui vous observe et vous devez Exactement, faire un examen selon des consignes données. Ok, exactement. intéressant, intéressant. Et, et pour le cycle clinique, l'externat, c'est là où on commence un système de modules où durant les 3 années, quatrième, cinquième et sixième année, nous avons, on doit faire toutes les spécialités de la médecine, on va dire la neurologie, la cardiologie et ce sont des modules qui peuvent aller de 3 semaines jusqu'à 9 semaines. Pour les modules les plus chargés, par exemple comme la pédiatrie ou la gynécologie, ce sont des modules de 9 semaines. Et on commence les modules à partir de la quatrième année et à la fin de chaque stage, nous sommes évalués par une épreuve théorique et une épreuve pratique. Alors l'épreuve théorique, c'est sous forme de QCM, ce sont des questions à choix multiples ou bien des questions à choix simples ou carrément des questions ouvertes. Tout dépend le module. Et l'examen pratique, euh, c'est, c'est soit un examen pratique au niveau du service ou alors c'est un examen sous forme de cas clinique, mais c'est un examen qui est écrit. Globalement, c'est ça pour les modules du cycle clinique. D'accord, donc l'externat, donc cette partie où vous avez à la fois les cours, les examens et les stages. Et pendant les stages, vous avez aussi l'évaluation, je présume, de vos maîtres de stage. Exactement, parce que nous sommes l'externat, nous sommes tous les matins à l'hôpital, tous les matinées, on assiste le matin au rapport de garde. Ensuite, c'est la visite pour les patients et, et les après-midi, ce sont des cours magistraux. Et parfois, dans quelques services, on nous fait des travaux dirigés et c'est là où on peut mieux suivre et on peut mieux comprendre la spécialité. On est plus mis dans le bain dans cette spécialité avec les résidents, les maîtres assistants et les professeurs. Là, c'est une grosse différence avec le Québec parce que les externes ici sont vraiment à plein temps toute la journée et ils repartent quand le travail est terminé. En général, on essaie de ne pas les faire rester trop tard non plus. En Mais France, c'est effectivement, comme c'est une ça grosse aussi. différence. En France aussi, Ophélie? L'externat, ouais, l'externat, c'est qu'une demi-matinée. Et D'accord. après, il y a le concours des ECN. Peut-être que vous pourrez nous dire si vous aussi vous avez ce type de concours-là, ou ensuite c'est à la sixième année du coup, où il y a un autre concours qui nous permet de choisir la spécialité du coup. D'accord. Est-ce que vous avez Amine? ça en... Oui, d'abord, je voulais parler du nouveau programme parce que là, depuis une année, ça a changé par rapport au cycle préclinique. Ce n'est plus comme avant où c'est des examens semestriels compensatoires. Actuellement, c'est des unités entre 6 et entre 4 jusqu'à 6 semaines. Par exemple, pour l'unité cardiovasculaire, en général, on commence par l'unité cardiovasculaire. Donc, c'est 6 semaines d'enseignement où on fait de l'histologie, où on fait de l'anatomie, l'histologie et de la physiologie cardiaque. Après, on passe l'examen de cette unité pour pouvoir passer à une autre unité, donc l'unité respiratoire. Après, c'est l'unité endocrinienne, ainsi de suite. Donc, c'est par unité le nouveau programme, donc l'externat, plutôt le cycle préclinique. Dans le nouveau programme, c'est un examen presque chaque mois en moyenne. Donc, pour le cycle clinique, c'est comme a dit Wahiba, on a deux épreuves pratiques et théoriques. L'épreuve théorique, comme elle a expliqué, ça peut être des QCM ou des questions ouvertes. Des fois, c'est des crocs à réponse courte. Voilà. Et pour l'épreuve pratique, c'est comme elle a expliqué, c'est à l'hôpital face à un professeur ou un maître assistant qui va nous évaluer ou nous poser des questions ou évaluer un geste qu'on va faire. Pour le concours de l'ECN,
En fait, ce qu'il faut savoir en Algérie, c'est que la médecine générale, c'est le recours de tout étudiant en médecine. Donc, on fait 7 ans de médecine générale exclusivement, donc 6 ans d'enseignement, 3 ans d'externat, 3 ans de cycle préclinique, 1 an d'internat. Internat où on fait 4 stages. Donc, le stage de gynécologie et de pédiatrie qui dure 3 mois chacun, et un stage de médecine qui dure 3 mois, un stage de chirurgie aussi qui dure 3 mois, donc dans l'un des services chirurgicaux et l'autre dans l'un des services médicaux. Une fois on a la médecine générale, là on a le choix, soit de passer ce qu'on appelle le concours de résidana. Je pense que c'est un peu l'équivalence des ECN en France. Donc c'est un concours où on sera évalué pas sur l'externat seulement, contrairement aux ECN, mais sur les 7 ans. Même les modules qu'on a fait en première année sont inclus dans le programme de résidana, donc notamment la génétique, la cytologie, l'embryologie. Donc pour préparer ce concours, on doit refaire les 7 ans, on doit refaire les 6 ans, voilà, durant l'internat, donc réviser les 6 ans. Et en fonction de ce classement d'externat, on va aller, en fonction de ce classement, et selon les postes proposés par chaque faculté, où on peut faire une spécialité. Par exemple, la faculté d'Alger propose environ 800 postes par an. Donc, en cardio, c'est environ une vingtaine de postes, ainsi de suite. Et tout dépendra de votre classement et de la demande, parce que ça va se faire par classement. Donc, et les postes seront éliminatoires au fur et à mesure. Tout ça se fait momentanément. Donc, une fois on passe le concours, on a le résultat, on est classé. Ensuite, on va choisir momentanément les concours de spécialité selon le classement. Donc, c'est à peu près l'équivalent des ECN en France. C'est le résidana. Excellent. Merci beaucoup, Amine. On salue Cathy qui s'est joint à nous. Ouais. Bonsoir Hello, les Cathy. amis. Et toi, On du a coup, parlé Waïba? du cœur et on t'a vu arriver. Ouais, j'ai l'impression que c'est à chaque fois. Ou alors, ça veut dire que vous parlez souvent du cœur quand même. C'est bien l'organe central. Voilà. Ah, tu le reconnais enfin. Merci. Donc, on fait un petit refresh de la room pour tous ceux qui se joignent en cours de route. Nous sommes dans le Café Santé, le premier club santé sur Clubhouse, club francophone santé. Et notre but et mission, c'est vraiment vulgariser la santé, permettre de partager des expériences et de permettre aussi de découvrir les actualités autour de la santé. Dans le cadre du partage d'expériences, la room d'aujourd'hui porte justement sur le thème de la formation en médecine dans le domaine de la santé et nous avons fait le cap sur l'Algérie avec deux étudiants qui sont présents ici. Nous avons Waïba qui est jeune médecin formé et nous avons Amine qui est en 7e année et nous avons commencé à parler des études médicales en abordant initialement le côté théorique. Ensuite, nous avons progressé vers l'externat et nous étions en train de parler de justement la partie spécialisation. Donc, je vais demander à Wahiba, donc maintenant que tu es diplômé, après on va revenir sur le diplôme, comment ça se passe, la soutenance de thèse, etc. Est-ce que tu as déjà une idée de spécialisation ou pour l'instant pas encore? D'abord, j'aimerais juste revenir sur un point par rapport à l'internat avant d'avoir le diplôme, si c'est possible, avant de parler de la thèse. Oui, vas-y, Waïba. Oui. La question Moi, tout à l'heure. en fait, oui, parce que Docteur Prey, vous avez parlé des externes au Canada. Vous disiez que ils sont présents quasiment toute la journée au niveau de l'hôpital. Par contre, nous, j'aimerais parler de l'internat qui est la dernière année, qui est la 7e année, qui est une année capitale pour le cursus de chaque médecin généraliste en médecine en Algérie. Parce que c'est une année où elle est purement pratique. On est tous les jours à l'hôpital de 8h à 16h. Nous avons un système de garde à faire et c'est là où on est pris en charge au niveau de l'hôpital. Nous sommes répartis par nos aînés sur les différents patients. On peut prendre en charge un patient dès son hospitalisation jusqu'à
Je suis la seule à ne plus rien entendre. Non, je pense que... J'entends plus non plus. Elle a un problème. Bon, après, en attendant qu'elle revienne, je peux compléter. Oui, c'est en effet. Wahiba, tu es là. Tu es là, Waïba? Alors, juste si t'arrives pas avec le son, essaye de sortir de la room et de re-rentrer. Normalement, tu reviendras directement sur le stage. Si c'est pas le cas, tu peux juste te lever la main et on te refera monter. Mais c'est peut-être un petit bug de Clubhouse. Oui, en effet. Voilà. Vas-y, Ok. Amine, le temps qu'elle revienne. Elle parlait de l'internat. Oui, en effet, c'est l'année capitale où là, on est vraiment jeté dans le bain de la médecine, où on est amené à tout faire, donc à évacuer des patients, à écrire des ordonnances, à faire des gardes, des fois à être dans le box normalement avec un résident, mais le résident des fois peut nous laisser seuls si on peut gérer certains cas. Donc c'est l'année capitale pour l'étudiant en médecine en Algérie. Donc on fait des gardes de 24 heures aux urgences, indépendamment des services, mais aussi on fait dans les services, les différents services qu'on a choisis. Voilà, donc par exemple, voilà, on a deux services obligatoires, gynéco et pédiatrie. Après, on doit faire un service médical, un service chirurgical. Et à la fin de chaque stage de 3 mois, on doit rendre un rapport de stage, ce qui est l'équivalence de la thèse. On ne soutient pas une thèse dans certaines facultés en Algérie. On le fait, je sais qu'on le fait dans la faculté de Béjaïa, mais ailleurs, c'est facultatif. Il n'y a pas de thèse ou de mémoire à soutenir, mais on a les rapports de stage à rendre obligatoires. Et si le chef de service ne signe pas ce rapport de stage, qui est l'équivalent de la thèse chez nous, donc on peut pas avoir la validation de ce stage et donc on ne peut pas avoir le diplôme parce que pour avoir le diplôme, il faut valider 4 stages pratiques. Donc on est obligé de refaire ce stage. Voilà, donc c'est à peu près ça l'internat. Et alors en attendant que je pense qu'elle a eu un gros problème de connexion, donc on essaie de la faire revenir sur le stage. Juste, c'est un concours du coup national, on est d'accord? Enfin, c'est un examen national, on est sur du national. Pour le résidanat, non, ça dépend des facultés, mais on peut s'inscrire que dans une seule faculté parce que toutes les facultés le font le même jour. Donc, par exemple, moi, si je veux, je suis à Tizi Ouzou, mais j'ai le choix de m'inscrire dans toutes les facultés d'Algérie. Par exemple, je peux m'inscrire dans la faculté d'Oran, dans la faculté d'Alger. Donc, tout dépendra des postes que je vais évaluer, les postes et le nombre de candidats. Donc, par exemple, à Alger, en général, il y a 4000, il y a entre 3000 et 4000 candidats pour en moyenne entre 800 et 1000 postes. Alors qu'ailleurs, dans les autres facultés, à Oran, par exemple, il y a 1500 à 1000, entre 1000 et 1500 candidats pour 500 jusqu'à 800 postes. Donc, en fonction de cette disponibilité, on peut s'inscrire là où on veut. Une petite Merci. question, Amine. Bien. J'ai pas très bien compris Ah. la différence de statut entre résident et interne en Algérie. D'accord. Cathy, donc un interne, c'est un étudiant en médecine. Il est encadré par un résident, enfin, il est encadré par un résident, un maître assistant et un professeur chef de service. Il n'a pas le droit à la prescription, il n'a pas encore de griffe Ok, parce donc qu'il le n'est pas. résident, pour toi, c'est l'équivalent du chef de clinique chez nous. Non, non, le résident, c'est l'équivalent de l'interne chez vous et l'assistant, c'est l'équivalent de chef clinique chez vous. Donc pour vous, l'interne, c'est comme Eh ben un alors donc externe. résident et interne, c'est la même chose alors. Non, le résident Moi, n'est je pas comprends encore rien. médecin. Plutôt, l'interne n'est pas encore médecin. Le résident, c'est déjà un médecin généraliste qui fait un parcours de spécialisation dans une spécialité. Par exemple, on Ok. est d'abord en Algérie, on est d'abord au bout de 7 ans, on a le diplôme de médecine générale. On peut travailler comme médecin généraliste ou bien on peut passer le concours de résidanat pour faire la spécialité, par exemple cardiologie on devient résident en cardiologie, mais on est à la fois résident en cardiologie et médecin généraliste. D'ailleurs, pour les résidents, ils effectuent des gardes de médecine générale et d'urgence dans les urgences.
Pour l'interne, non, il est toujours étudiant. Donc, tant qu'il n'a pas eu son diplôme, il n'a pas fini ses 7 ans, il n'a pas encore le droit de prescrire. Mais voilà, on fait tout. Donc, on prescrit, mais sous la supervision d'un résident ou d'un assistant, ce qui est l'équivalent d'un chef clinique chez vous ou d'un professeur. Donc, c'est sa griffe à lui, mais il nous oriente pour écrire les ordonnances, les lettres d'orientation, tout ça. Voilà, je sais pas ce que c'est, j'arrive à expliquer, c'est un peu clair. Parce que enfin, j'avoue que j'essaye de voir l'équivalence en France. Donc, C'est comme dans le Grey's résident, Anatomy, c'est le résident, c'est un interne de Oui, médecine générale qui a une formation complémentaire pour se spécialiser pour avoir une compétence dans une spécialité. C'est ça? non, le résident, bon, pour faire simple, le résident en Algérie est l'équivalent, un résident en cardiologie en Algérie est l'équivalent d'un interne en cardiologie en France. C'est exactement la même chose. Un interne en médecine générale en Algérie, c'est l'équivalent d'un... Bon, vous n'avez pas d'équivalent en France, mais je ne sais pas si vous connaissez le système anglais, c'est l'équivalent de Excellence Year. Donc, ils font 6 ans d'études, ils font 5 ans d'études. Après, ils ont 2 ans d'internat en Angleterre. La différence en Algérie, c'est qu'on fait 6 ans d'études et on a une année d'internat. Ça se compare un peu au système anglais. En fait, Intéressant. pour, Oui, Vas-y, en c'est fait, Waïba. pour Waïba qui faire nous... simple, oui, j'avais un petit problème de connexion. Heureusement que Amine était là pour prendre le relais. Pour faire simple, en Algérie, tout médecin spécialiste est déjà un médecin généraliste avant d'être médecin spécialiste. Il D'accord, fait d'abord de la intéressant. médecine générale, il passe le concours de spécialisation et c'est là où il commence le résidanat et ensuite pour faire sa spécialité. D'accord, intéressant. C'est encore une variété d'un pays à l'autre et comme le mentionnait tout à l'heure sur les différences de prescription, nous au Québec, quel que soit le niveau, que tu sois interne, externe ou chef de clinique, ce qu'on appelle fellow, on doit prescrire sous le couvert du médecin senior qui est le médecin diplômé de la spécialité. Même Donc, en tant que fellow? Même en tant oui, que fellow, oui, tu oui, vas même en tant que prescrire en autonomie? ils peuvent prescrire, mais c'est sous avec notre nom à côté. Donc, ils peuvent Ok. quand même prescrire, mais ils n'ont pas le droit d'avoir tout seul un suivi d'un malade, on va dire. Donc, c'est des variétés d'un pays à l'autre, c'est intéressant. Et donc, on parlait aussi de la thèse. Waïba, est-ce que dans ta fac à Alger, tu as eu à soutenir une thèse puisque tu as été récemment diplômé en médecine générale? Oui, en fait, pour le système de médecine générale en Algérie, nous n'avons pas de thèse ou de soutenance. Pour l'obtention du diplôme de médecin généraliste, on est censé faire des rapports de stage ou bien des rapports d'activité durant la dernière année de l'internat. Pour chaque stage, on est censé faire un rapport d'activité et, et au terme de cette année, après avoir remis ces rapports de stage, on peut recevoir le diplôme de médecin généraliste. Donc, nous n'avons pas de thèse ou de soutenance pour les 7 premières années Oui, de mais médecine. ça dépend de C'est la plus fac. sur le mode d'un contrôle continu, en fait, Exactement. Oui, cette à Béjaïa, ils ont ils ont la thèse. Au fait, elle est facultative. Voilà, ça dépend des facs. En général, en Algérie, on ne la fait pas, mais à la faculté de Béjaïa, ils la font pour la médecine générale. Mais la majorité des universités, c'est le rapport des facultés. Enfin, la quasi-totalité, c'est les rapports de stage qui doivent être validés par le professeur chef de service, qui est le responsable de notre stage durant l'internat. Donc, c'est comme une thèse. Donc, on doit faire une étude épidémiologique, écrire sur un sujet. Donc, c'est à peu près quatre mini-thèses. Voilà pour. C'est intéressant et ça va justement me permettre de vous poser la question, est-ce que vous avez des cours spécifiques pour ce volet? Parce que rédiger des rapports, rédiger
des mémoires, c'est des choses qui ne sont pas instantanées, ça s'apprend. Est-ce que vous avez des formations spécifiques pour ça? Dans, Nous dans n'avons le, pas de... Euh, vas-y, Amine. vas-y, ouais. En Oui, fait, vas-y. dans le module d'épidémiologie, donc on a deux ou trois cours sur ça, donc comment rédiger des rapports, comment écrire des rapports, on fait même des TD sur ça, comment écrire des rapports, comment faire une étude épidémiologique, comment faire avec les données, mais ça reste voilà, ce n'est pas un module indépendant, c'est un chapitre dans le module d'épidémiologie qu'on fait en sixième année. Mais voilà, donc en général, c'est aux étudiants de chercher comment écrire, mais voilà, dans les différents services, donc c'est entre nous, on peut s'entraider, même les maîtres assistants ou les résidents, les professeurs, ils peuvent nous aider aussi. Pour la Waiba, tu veux faculté Waïba? rajouter de quoi? médecine, pour la faculté de médecine d'Alger, nous sommes pris en charge par le maître assistant et encadrés par le professeur chef de service. Et c'est avec eux qu'on fait tout le travail. C'est eux qui nous encadrent et qui nous guident durant pour notre travail de rapport ou de cette mini-thèse, un mini-projet. Et donc, si je comprends bien, vous le soumettez par écrit. Il n'y a pas une séance de soutenance officielle avec un jury solennel. Il n'y a pas ça du tout, hein. Si, mais c'est facultatif. C'est au chef de service de décider s'il veut faire une soutenance et une présentation ou juste suivre le travail et le corriger et le valider à la fin. C'est plutôt C'est facultatif. Oui, c'est en fait, il n'y a pas réellement de rite de passage comme on peut le voir, par exemple avec la thèse finale devant le jury, etc. On passe vraiment d'étudiant à médecin. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose, j'appelle ça un rite de passage, mais peut-être que Docteur Pout aura Une une autre. cérémonie, une cérémonie officielle. Non, pour la médecine générale, non. Mais là, on parle de médecine générale. Pour la spécialité, oui. On a ce qu'on appelle l'examen du DEMS. Donc, c'est pour les diplômes d'études médicales spécialisées où on passe devant un jury. Mais c'est un examen. Donc, c'est un examen sur les 5 ans de parcours de spécialisation. Donc, un examen théorique et un examen pratique. Mais pas de thèse à soutenir. Donc ça rejoint la question justement qu'on avait un petit peu parlé en aparté avec Waïba sur la recherche où on disait c'est pas quelque chose qui est beaucoup encouragé, par exemple, de soutenir la recherche, de pousser les étudiants à écrire des projets pour publier. Est-ce que avec les nouvelles réformes ça a changé ou c'est toujours le même enjeu actuellement? Pour la recherche, malheureusement, non. On n'est pas, ce n'est pas quelque chose de très encouragé dans le parcours de la médecine, dans le parcours de la médecine en général en Algérie. Voilà, on fait très peu de recherche durant la formation. En général, la recherche, c'est plutôt les maîtres assistants. Donc, je ne sais pas l'équivalent en France, mais une fois vous terminez votre spécialité, je pense en France, on est médecin-chef clinique. Après, il y a deux étapes. Donc, c'est l'équivalent d'assistant. Après, on a maître assistant, maître conférence A, maître conférence B, puis professeur. C'est en général ces 4 stades où ils publient, où ils font de la recherche. Mais pour la majorité des étudiants, non. Malheureusement, ce n'est pas un domaine qui est privilégié par nos universités. Et c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup impliqué parce que la recherche, il faut la commencer tôt. Et il y a vraiment un enjeu autour de ça parce que beaucoup d'étudiants, comme tu l'as dit, se lancent dedans lorsqu'ils sont assistants, donc équivalent de chef de clinique en France. Et après, doivent avoir un CV de publication, mais souvent il est un peu tard parce qu'il y a beaucoup d'enjeux de temps de mettre sur des projets. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on envisage faire. Même au sein du Café Santé, on fera des rooms sur comment lire, interpréter un article scientifique, comment faire un protocole de recherche ou comment faire une étude pilote. Donc, c'est un enjeu important. Cathy?
Oui, juste une petite parenthèse. Pour le poste de chef de clinique, donc c'est en France, c'est-à-dire après les années d'internat, qui sont entre 4 et 6 ans selon la spécialité médicale ou chirurgicale, pour accéder à un poste de chef de clinique, quasiment dans 100% des cas, il faut avoir fait de la recherche pendant son internat et il faut quasiment arrêter l'internat pour faire 1 à 2 années de recherche. Donc ça, c'est tout à fait bien vu et il y a pas de papier officiel obligatoire, mais pour avoir un poste de chef de clinique en France, il faut quand même avoir fait de la recherche pendant son internat. Et je voulais savoir, Amine, pour les postes, pour les stages d'interne de spécialité, tu disais 5 ans en moyenne pour finaliser sa spécialité. Il y a des rapports de stage aussi à la fin de chaque. Alors, je ne sais pas si c'est des semestres, nous, ce sont des semestres, mais à la fin de chaque stage d'interne, est-ce que tu as des rapports de stage? C'est des années, au fait, c'est pas des semestres, donc on a 5 ans ou 4 ans. Pour la majorité des spécialités médicales, c'est 4 ans. Après, pour les spécialités chirurgicales, c'est 5 ans. Pour la pédiatrie et la gynécologie obstétrique, c'est 5 ans aussi. Donc, durant ça, ils ont ce qu'on appelle le carnet du résident qui est qui est fait par le chef de service, donc le professeur chef de service qui est l'encadreur de ces résidents, qui est l'équivalent de l'interne en France. Donc, c'est une évaluation continue et à la fin de chaque année, ils ont un examen sur le programme qu'ils ont fait cette année-là. Donc, pour les cours et les sources, ils utilisent les mêmes qu'en France. Donc, je pense que c'est les EMC et les carnets d'internes. Bon, parce que j'ai des amis qui sont résidents. Ils utilisent en général les mêmes supports pédagogiques qu'en France. Et les examens, donc, c'est à la fin de chaque année, c'est un examen pratique et un examen théorique. Pour la thèse, non, c'est un examen annuel. On doit passer chaque année cet examen, mais pas de thèse à soutenir. Et Merci pour les Amine. années, donc vous Waïda? changez de service? Vous changez de service chaque année? Vous changez de service si vous choisissez la spécialité de gastro, chaque année vous changez de service de gastro, c'est ça? Pour la chirurgie, ils font une année de tronc commun, de chirurgie générale. La première année, après, à partir de la deuxième année, donc c'est dans les différents services. Donc, par exemple, un chirurgien thoracique ou un chirurgien thoracique, durant son parcours, en fait, ça devient très spécifique au parcours. Donc, un chirurgien thoracique, il fait une année de chirurgie générale. Après, il fait, je pense, 6 mois de stage en traumato-orthopédie, 6 mois de stage normalement en urologie parce qu'il y a le rein, organe thoraco-abdominal. Après, ils font 3 ans de chirurgie thoracique pure. Donc, ça dépend des différents parcours de spécialité. Pour les autres médecines, en général, c'est le même service, plus bien sûr les gardes dans les urgences, qui sont indépendantes du service. Je voulais juste rajouter par rapport Vas-y, Waïda. au parcours du résident de spécialisation. Ils n'ont pas de rapport, mais ils ont un examen en fin d'année qui est un examen sélectif pour la première année et un examen d'évaluation pour les années d'après. Sauf pour quelques spécialités comme par exemple de l'ophtalmologie où ils ont un examen sélectif durant les 4 années. Euh, si on n'a pas, si, si on n'a pas eu l'examen, on passe pas à l'année prochaine. Par contre, les autres, ils ont un examen sélectif seulement pour leur première année. Voilà, c'était juste par rapport D'accord, D'accord, merci. Et, intéressant. et quand vous avez la possibilité de faire des stages à l'étranger, notamment en France, c'est au moment de cet internat de spécialité, c'est ça? Vous passez 1 an dans un stage en France, c'est à ce moment-là qu'on vous en donne la possibilité?
Oui, mais il faudrait avoir l'accord du chef de service de là où on fait notre spécialité et l'accord du chef de service en France, de Oui, là où d'accord. on Mhm. voudrait passer, mais c'est très rare que les chefs de service en Algérie acceptent de libérer les résidents par manque d'effectifs de médecins. Excellent. Donc, parlant justement de ces spécialités, est-ce que, Waïba, tu as déjà un choix? Est-ce que tu y penses ou pour l'instant, tu es en réflexion? En fait, oui, j'ai deux spécialités que j'aime. J'aime l'ophtalmologie et la médecine nucléaire. Pour l'ophtalmologie, j'aime le côté médico-chirurgical. J'aime le fait qu'on peut prendre le patient. J'aime aussi le fait qu'on peut prendre le patient en charge du début à la fin, du début de l'examen clinique, voir son histoire de sa maladie, ensuite l'examen clinique et même pour les examens complémentaires. Et puis on a la microchirurgie aussi. Donc c'est une spécialité que j'aime. Et pour la médecine nucléaire, c'est par rapport à la physique. Le monde de la physique m'impressionne. Tout ce qui est radioactivité, médecine quantique, le nanomonde. Donc je trouve que c'est un domaine très intéressant, notamment en médecine et pour la radiothérapie. Et c'est un domaine de recherche aussi parce que j'aime beaucoup la recherche et ça va me permettre de faire plus de recherches dans ce domaine. Je pense que c'est les deux spécialités. J'aimerais pouvoir faire l'une d'elles en tout cas. Et est-ce que tu considères qu'en Algérie, tu as la possibilité de te former au-delà de tes deux spécialités, mais est-ce que dans la plupart des spécialités, on peut se former uniquement en Algérie? Ça rejoint aussi un peu la question de Cathy en termes de formation à l'étranger. Est-ce que le pays arrive à former des médecins spécialistes dans quasiment toutes les spécialités? Je trouve que oui parce que comme je vous ai dit par rapport au nombre de CHU et nombre d'établissements hospitaliers, nous avons toutes les spécialités en Algérie. Après c'est au cas par cas. Peut-être il y a des étudiants qui aimeraient faire plus de la recherche, chose qu'on ne soutient pas beaucoup en Algérie. Et c'est ces médecins-là qui peuvent aller peut-être à l'étranger ou voir au Canada ou en Europe, là où ils peuvent faire plus de recherche par rapport à leur spécialisation. D'accord, donc il y a aussi cette situation d'échange d'étudiants qui peut y avoir entre les différents pays qui est qui est assez quand même présent en Europe. Et il y a aussi cette possibilité d'échanger, c'est-à-dire que vous allez potentiellement avoir des étudiants, je ne sais pas, italiens qui vont venir dans la fac avec vous et inversement pendant 1 ou 2 années. Est-ce qu'il y a il y a des ponts comme ça entre les différents pays? Non, malheureusement, il n'y en a pas. En général, bon, il n'y en a pas. En fait, les rares cas qui peuvent faire des stages d'internat en France, c'est 1 année de détachement. Ça reste très très rare. Donc la majorité font l'intégralité de leur formation ici en Algérie. Par contre, à partir du grade magistral, donc les maîtres de conférences, les professeurs font beaucoup de formations à l'étranger, donc notamment en Belgique, en France, en Suisse, dans les pays francophones. Donc, c'est des stages d'observation, des stages de... En fait, voilà, ça reste du niveau magistral, donc post-graduation. Pour le, pour la question des échanges des ponts avec les pays, non, on n'a pas d'étudiants italiens qui viennent. Pour la question de d'après, oui, la majorité des formations, des spécialités se font en Algérie, donc elles existent, l'immunologie clinique, la médecine interne, tout ça, tout ça. Par contre, il y a des nouvelles spécialités récentes comme la pédopsychiatrie, donc on l'a fait depuis 7-8 ans en Algérie seulement, donc c'est une spécialité récente.
Je ne sais pas s'il y a des nouvelles spécialités récentes en France, comme je pense la médecine d'urgence, c'est devenu une spécialité. En Algérie, ça fait toujours partie de la médecine générale. Donc ce n'est pas encore une spécialité, mais on pense, avec le nouveau programme, je pense qu'on pense à créer cette spécialité, qui est la médecine d'urgence qui sera détachée de la réanimation. Parce qu'actuellement, c'est plutôt médecine G et réanimation qui font les urgences. Merci, Amine. Waïba? Tu vois? Oui, même par rapport à la médecine générale, en Algérie, ils veulent aussi faire de la médecine générale une spécialité. Ils veulent qu'on opte un petit peu comme le système français, faire 6 ans de médecine et, et ensuite 2 ou 3 années de médecine générale. Ça se discute pour l'instant, mais c'est pas encore appliqué pour le moment. Voilà. Excellent, excellent. Et toujours dans cette période de l'internat, une des questions que j'ai pour toi, Waïba, et peut-être Amine aussi pourra répondre, c'est de savoir si à quel moment donné les internes vont pouvoir suivre un malade tout seul, c'est-à-dire de A à Z, sans même en parler à son patron. Est-ce que c'est à la deuxième année d'internat, troisième année, ou c'est vraiment juste à la fin, juste avant de terminer? Je pense que vous parlez du résidanat. Oui, C'est à le partir Oui, de... résident. C'est dès, oui, c'est Waïba, dès la vas-y. première année. Ouais, Oui, juste, on va. Ophélie, Pardon? pardon, je m'excuse. Oui, Non, non, pas de souci, pas de vas-y. souci. Juste, on va passer la parole à Ouiaba et ensuite on te donnera la parole pour répondre à la question. Vas-y, euh, Waïba. je pense aussi que Dr. Prey parlait du résidana, mais en tant qu'interne, c'est-à-dire avant d'avoir le diplôme de médecin généraliste, on n'a pas le droit de prendre en charge le patient du début à la fin. On travaille sous la supervision d'un résident ou un maître assistant. C'est lorsqu'on est résident, c'est là où on peut prendre en charge les malades. Quand on est en cours de spécialisation et après avoir eu le diplôme de médecin généraliste. D'accord. Et à ce moment-là, pour le résidanat, là, vous pouvez prendre en charge les malades tout seul dès le début ou il faut quand même au moins 1 ou 2 années? Amine, vas-y, réponds. Oui, c'est dès la première année, c'est d'emblée, parce que même le médecin résident, c'est déjà un médecin spécialiste, donc il a le droit de prescrire et de prendre en charge, mais quand même, puisqu'il était dans un service de médecine G, il va aller dans un service de spécialisation. En général, donc, on a les 2 premières années de résidence, on appelle, c'est le résident. Après, on a le résident majeur, donc c'est la troisième, quatrième. C'est à partir de la quatrième et cinquième année. Le résident majeur, en général, dans le bloc, il se débrouille tout seul, donc juste le professeur est présent pour les résidents majeurs. Par contre, pour les résidents en première, deuxième et troisième année, c'est en général, ils sont plutôt encadrés. Voilà. Mais ils peuvent prescrire tout seuls, légalement, ils peuvent le faire. Et alors, ça revient à la question de savoir, est-ce que vous considérez que vous êtes assez bien formé? Waïba, vas-y. Oui, par rapport à la formation, je pense qu'on est confronté à pas mal de situations durant l'internat et surtout durant pour l'externat, mais surtout l'internat où on passe tout notre temps à l'hôpital. En plus, les gardes, on les passe au niveau des urgences. Ce sont des gardes de 24 heures. On est bien sûr encadré et supervisé par des résidents et des maîtres assistants. On n'est jamais seul. Je pense qu'on est confronté à pas mal de situations aux urgences. Après, par rapport à la formation, je pense qu'on apprend tous les jours et ça s'arrête pas. Je pense que on est toujours là pour apprendre. À chaque nouveau patient, chaque patient est différent d'un autre et c'est au cas par cas.
Dans les opportunités d'apprentissage, il y a aussi tout ce qui est réunion multidisciplinaire. Est-ce que c'est des choses que vous avez dans vos lieux de stage, des réunions multi où interviennent les radiologues, les pathologistes, les peut-être parfois même les professionnels de la santé, infirmières, orthophonistes, etc. Est-ce que ces types de réunions, vous avez aussi accès à ça? Oui, d'abord, quand on est externe ou interne, on a le droit d'assister au colloque euh, toutes les semaines au niveau de chaque service au cours du cursus. Le colloque, ça concerne chaque service séparément. Après, pour ce qu'on appelle les RCP, oui, ça existe au niveau de chaque hôpital. C'est là où on présente les patients, les cas difficiles à traiter, là où il faut avoir des médecins multidisciplinaires et pour prendre une décision finale pour une éventuelle chirurgie. Donc oui, et on peut vraiment assister à toutes ces réunions, ce colloque. Étant étudiant externe ou interne, on n'a pas le droit de participer, on a le droit juste d'y assister. Mais en tant que résident ou maître assistant, c'est là où on a le droit d'exposer le dossier et et essayer de trouver une solution et une, une prise en charge adéquate pour chaque patient. Et l'autre volet aussi dans la formation qui permet aussi de faire des bons médecins, c'est la formation pratique en termes de gestes techniques. Et il y a beaucoup d'étapes. Tout à l'heure, on a parlé des internes, des externes, des résidents, des assistants. Qui fait les gestes techniques, par exemple? Comment on va prioriser s'il y a une ponction lombaire à faire en pédiatrie? Je crois qu'Amine, il veut dire un mot là-dessus. Oui, vas-y, Non, Amine. non, vas-y, Wahiba, parce qu'ils n'ont pas précisé c'était pour qui la question, du coup. Oui, ça peut être l'un ou l'autre. C'est vraiment pour comprendre à quel moment donné la formation va permettre de à la fois faire assez de gestes pour être autonome, mais aussi permettre d'encadrer, superviser. Parce qu'il y a plusieurs gestes techniques et Oui, certains de moins en moins se font parce on a certains gestes techniques qui vont être faits en radiologie. À l'époque, par exemple, quand j'étais interne à votre place ou même externe, on faisait des ponctions d'acide. Mais actuellement, dans notre centre, c'est les radiologues qui font les ponctions d'acide. On faisait des gaz du sang, par exemple les gazométries. On faisait des électrocardiogrammes. Euh, Certaines fois, on pouvait mettre des voies centrales aussi. Je ne sais pas quelle est votre expérience sur la question des gestes techniques. merci, Doc Tapré. Donc, avant cette question, s'il vous plaît, si vous me permettez de répondre à la première question, vous avez dit si vous considérez que vous êtes bien formé. Oui, malgré les imperfections, on est quand même assez bien formé sur le plan théorique et plus ou moins pratique, malgré qu'il y a un petit manque sur le relais recherche. Mais dans le relais formation, donc c'est une formation qui avoisine un peu la formation française parce que c'est quand même les mêmes sources, les mêmes types d'examens, le même type de programmation, etc. Sinon, pour votre question, officiellement, pour les gestes techniques, la ponction lombaire, les ponctions d'acide, les épanchements pleurales, tout ça, les ponctions de genoux, donc en général, c'est à l'internat, officiellement. Mais durant nos stages d'externat, donc, il y a souvent le maître assistant ou le professeur, si on fait dans un service hospitalo-universitaire, ou le médecin assistant, qui est l'équivalent du chef clinique chez vous, qui nous permet des fois de faire, moi par exemple, durant mon externat, j'ai fait pas mal de gestes, notamment une ponction péricardique avec un cardiologue, qui m'a permis voilà, donc de faire une, de faire de l'aider quand même, de l'aider à faire une ponction péricardique. Pas de la faire, mais de l'aider, plus ou moins de l'aider. Et et aussi, j'ai pu, avec un réanimateur, faire plusieurs intubations. Donc, c'est durant nos stages complémentaires, durant l'externat. Oui, docteur Cathy.
Ah non, j'applaudis simplement. Une ponction péricardique et, et puis des intubations. Très J'ai bien, aidé, bravo. docteur Cathy, j'ai aidé, je l'ai pas fait moi-même, mais voilà, il m'a permis enfin, on a fait le chant, mais aussi une fois, il a vraiment poussé, donc de pousser. Une fois, il a mis le guide, il m'a permis de pousser le cathé. C'est un travail d'équipe. C'est un travail. Oui. Waïba? Moi, oui, moi je dirais, par rapport au geste, en tant qu'externe, on avait le droit d'observer et en fait, on était obligé d'être là pour observer tous les gestes médicaux. Et parfois, quand les maîtres assistants trouvent qu'on est apte à faire ces gestes, qu'on connaît la- très bien la technique, on avait peut-être le droit, si on a été suivi par ce maître assistant durant tout le stage. Mais personnellement, durant mon externat, j'avais fait aucun geste. C'est plutôt à l'internat où j'ai pu faire une fonction d'un épanchement pleural. Mais, mais aussi, c'est lorsqu'on est encadré par ces maîtres assistants, c'est là où on peut avoir le droit d'effectuer le geste sous la supervision de nos aînés. Oui, il y a Oui, vraiment Et la... Waïba, pardon, j'ai Vas-y, une Cathy. petite question pour toi. Quand tu dis que tu aimerais te diriger vers la médecine nucléaire, ça veut dire que tu es déjà passé dans un service de médecine nucléaire, tu as déjà utilisé les machines de scintigraphie, fait certains examens ou assisté les radiologues en ce sens? Tu as déjà fait des choses comme ça? En fait, malheureusement, la médecine nucléaire ne fait pas partie des stages obligatoires qu'on est censé faire durant l'externat, mais j'ai quelques amis qui sont résidents en médecine nucléaire. J'ai pu observer, j'ai pu assister quelquefois avec eux, mais c'est lorsque j'ai du moment libre et tout ça que j'y vais au service de médecine nucléaire. Mais ça fait pas partie de notre formation parce que c'est une nouvelle spécialité en Algérie, là où on n'a pas beaucoup de postes. C'est un petit service, donc ça fait pas encore partie du cursus. Bah, on sent déjà bien ta motivation puisque tu prends sur ton temps libre, s'il t'en reste en plus, parce que c'est pas évident, pour aller voir. Et c'est comme ça, hein, c'est par immersion aussi, bien sûr, on a toute la formation théorique, mais par immersion, c'est comme ça qu'on voit ce qui peut nous plaire de faire pour plus tard. Mais c'est bien ce que tu fais, d'aller voir par toi-même et de t'intéresser par toi-même, parce que c'est vrai que toute l'imagerie fonctionnelle est tellement, il y a tellement de choses qui se font et qui restent à faire. Ben, bravo pour ce choix en tout cas, Merci. et j'espère que tu auras du succès dans ce choix. J'en doute pas d'ailleurs. Parfait. On va maintenant aborder la question de tout ce qui concerne l'évaluation des enseignants. Est-ce que dans votre faculté, c'est quelque chose qui figure d'évaluer les enseignants? Euh, En fait, j'ai dû avoir ça durant trois stages seulement parmi tous les stages qu'on a fait. À la fin de l'examen ou bien pour le dernier jour du stage, il y a le professeur qui nous remet des formulaires à remplir de manière anonyme et on peut noter tous les points positifs ou négatifs qui sont sur le déroulement du stage et de l'apprentissage. Mais c'est pas tous les services qui adoptent pour cette évaluation des enseignants. Je sais pas comment ça se passe à la faculté de Tizi Ouzou Amine. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Euh, oui, au fait, pour l'évaluation des profs, non, ce n'est pas
En général, ça se fait entre le chef de département et les profs en fonction des résultats des différents étudiants durant le cursus. Donc, c'est parce que c'est des unités qu'on fait, donc à la fin de chaque examen. En fait, c'est purement administratif. Les étudiants n'interagissent pas dans l'évaluation de la fac au prof. Voilà, mais après, le prof, des fois, pour peut-être plus ou moins améliorer sa méthode de travail, par exemple en endocrino, en pneumologie, on nous a demandé notre évaluation globale à la formation qu'on a reçue à la fin du stage, mais ça reste une initiative des profs. Par contre, évaluation dans le sens évaluation, ça reste administratif entre le doyen, le chef de département et les profs et le comité scientifique de la fac. Oui, ça c'est une autre différence avec le Québec où justement les étudiants vont évaluer les enseignants, donc les profs, et ça va permettre aussi pour chaque lieu de stage de voir quelles sont les mesures mises en place pour ces étudiants-là par les évaluations reçues lorsqu'ils vont faire la compilation. Donc c'est à la fois le prof qu'on évalue, mais aussi d'une certaine manière le lieu de stage. Et ensuite, tous les 5 ans, on a une évaluation qui s'est faite du Collège Royal, qui est l'organisme de formation à l'échelle du pays, qui vient évaluer le programme de spécialité où ils vont à ce moment-là voir comment on traite les étudiants, comment on traite les internes, comment les cours sont donnés, etc. Donc c'est des choses importantes pour s'améliorer. Alors, on approche de la fin de la room. On a quelques petites questions supplémentaires. Donc, la première que j'aurais à poser à Waiba, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer en médecine et qui hésiterait? Personnellement, je pense qu'on n'est pas censé hésiter pour faire la médecine parce que ce sont de longues années d'études. Il faudrait vraiment connaître bien les enjeux du cursus. Parfois, on passe énormément de temps à l'hôpital. On passe les fêtes à l'hôpital. Donc, chaque étudiant qui souhaite faire de la médecine, il faudrait qu'il soit prêt à faire même des sacrifices vis-à-vis de sa famille. On passe énormément de temps à l'hôpital et c'est très important. Je conseille aussi pour les gens qui connaissent pas la vie quotidienne d'un médecin à ne pas hésiter d'aller à l'hôpital, parler au médecin, voir comment ça se passe parce qu'une fois qu'on est lancé dans cette spécialité, ça continue toute la vie. C'est important de tout voir pour ne pas regretter par la suite. Et, Surtout que la vie des êtres humains qui est en jeu. et n'ayant pas eu quelqu'un dans ta famille médecin, est-ce que tu as eu un mentor au long de ton cursus? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui a agi comme un mentor pour toi? Euh, C'est le mentor, non, mais j'ai eu des coups de cœur peut-être pour des professeurs. Parfois, je trouve que c'était impressionnant de la part des professeurs en médecine qui venaient et, et qui, et qui enseignaient je dirais, parfaitement. Ils avaient une certaine facilité de transmettre l'information, de transmettre leur amour pour la médecine. Ça m'avait vraiment marqué quand j'assistais aux cours magistraux. Il y a même certains cours que je garde encore en tête tellement les profs étaient arrivés à nous expliquer. Parfois, ils parlaient des cas concrets et ça m'avait vraiment marqué durant mon cursus. Et à la fin de chaque cours, je me disais, je veux être comme lui, en fait. J'aimerais être comme lui. Voilà, c'est ça. Excellent. Merci Weiba pour ce partage. On sent Excellent. l'émotion. Oui, oui, c'est la passion du métier. Est-ce que Sophie, tu as une question pour Waïba?
juste, on n'a pas du tout abordé ce point-là depuis le début. Qu'est-ce que la pandémie a changé au cours de tes études? J'avoue que ça nous a vraiment affecté parce que durant la première vague du Covid-19, je me rappelle, je venais de commencer mon internat et on a dû interrompre les stages pendant 6 mois. Ça n'a pas été facile pour les étudiants qui faisaient des stages pratiques et par manque de moyens de protection et on est considéré comme étudiant aussi, donc ça a été difficile au début. Par contre, pour les externes, ils ont pu suivre des cours à distance pour les cours, pour la partie théorique et pour la pratique, ils étaient obligés de rattraper tous les stages pratiques après la reprise et je pense que ça n'a pas été facile pour organiser tout ça avec le nombre d'étudiants et les services. Ça a été difficile durant la première année, en 2020, on va dire. Merci, ouais. Bah, et toi, Amine, est-ce que ça t'a beaucoup affecté et ton groupe de ta cohorte? Oui, et moi, le début de la pandémie, j'étais externe. Donc voilà, comme disait Wahiba, on a dû interrompre les cours et les stages pendant plus de 6 mois. Donc, durant cette période, c'est vrai qu'on avait profité un peu pour reprendre les cours qu'on avait fait avant, en quatrième, en troisième année. Donc, c'était une période de reprise un peu, de lire tout seul, et on a fait des cours à distance. Voilà, même les profs, ils avaient le temps de nous faire des cours étalés qu'on faisait à distance sur Zoom. Mais malheureusement, le côté pratique, à cause de la pandémie, pour certains modules, il a été très raccourci, voire pour certains modules, on a dû carrément sacrifier les stages. Voilà, comme certains groupes, ils ont évité de faire psychiatrie, ils se sont contentés de la formation purement théorique, ce qui est malheureux un petit peu, mais voilà, la situation est tellement exceptionnelle que on a dû faire ce choix un peu radical. Après, il y a un avantage aussi par rapport à ça, c'est que les portes des hôpitaux sont toujours ouvertes pour les étudiants qui n'ont pas pu bénéficier d'un stage pratique. Ils peuvent toujours aller à l'hôpital, au service, ils peuvent être pris en charge par les résidents et les maîtres assistants. Exactement, d'ailleurs. Intéressant. Donc, il y a toujours moyen de faire des stages optionnels, si je comprends bien. Oui, oui, Oui. d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait par la suite. Moi, personnellement, durant la pandémie, je faisais gynécologie. J'ai commencé mon stage dans un service d'obstétrique. J'ai fait enfin, on a fait plusieurs accouchements césariennes, mais malheureusement, au bout de la troisième semaine de mon stage, on a dû arrêter les cours. Mais par la suite, une fois on a repris, je suis quand même allé faire une semaine supplémentaire où j'ai vu plus de cas, donc voilà, on n'a pas vraiment pu rattraper malheureusement durant ce qu'on a perdu durant l'épidémie, mais quand même, c'est toujours ouvert et je compte justement sur l'internat pour, euh, pour, pour rattraper un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai perdu durant l'externat, parce que la situation était très exceptionnelle. Merci à tous les deux. Oui, ben, en dehors de cette problématique de Covid-19, sur lequel c'est sûr c'est difficile de pouvoir agir rétrospectivement, mais s'il y avait des choses dans ton parcours des 7 ans que tu changerais, qu'est-ce que tu changerais? J'aurais dit peut-être par rapport à la révision. Durant mes premières années et surtout pour le cycle clinique, j'avais du mal à réviser, à trouver la bonne méthode et du coup, pour les premiers stages, j'ai dû laisser beaucoup de cours à la fin et la pression des derniers jours, ça n'a pas été facile. Et l'avantage, c'est que j'ai pu me rattraper pour les stages d'après, mais c'est vraiment un avantage de pouvoir faire ses cours dès, dès les premiers jours et comme ça être
très bien organisé, c'est très important. Donc, je serai plus organisée dès le début. Mais il y a aussi le point de pouvoir voir à quel point on peut travailler sous pression. Parce qu'à la fin, je me disais comment est-ce que j'ai pu faire tous ces cours en 2 jours. Après, il y a nos capacités qui ressortent aussi les derniers jours de l'examen. Je crois que c'était ça. Excellent. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comme témoignage et de partage. On pourrait passer des heures à discuter tellement il y a des choses riches dans vos parcours tous les deux et c'est pour nous un plaisir de vous écouter. Je vais peut-être demander à Cathy, Sophie, Ophélie ou Miché s'ils ont des questions pour eux, pour vous. Non, pour ma part, tout est bon et c'est vrai que ça peut être intéressant, même si vous avez un petit peu de temps en temps, à venir sur les rooms du Café Santé pour avoir votre vision aussi en fonction des différents sujets qu'on va aborder. C'est qu'on avait fait ça plus d'une fois, comparer la pratique de pays en pays en fonction des pathologies et c'était super intéressant. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment à rester sur le stage et à venir sur le stage avec nous. Oui, c'est une belle opportunité aussi de partager et d'échanger sur les thématiques qu'on a et aussi pour le Journal Club qu'on fait. Ça, c'est pour aussi pour vous des belles possibilités de présenter des articles ou discuter sur un article présenté. Je ne sais pas si c'est des choses que vous faites dans vos stages ou dans vos lieux dans vos facultés, Waïba, Amin, des discussions d'articles scientifiques, Journal Club. Pardon, j'ai pas bien, j'avais un souci de connexion. Il n'y a pas de souci. Non, je demandais si vous avez l'habitude de discuter des articles scientifiques lors des réunions qu'on appelle Journal Club ou réunions scientifiques où on prend un article publié et on décortique et on essaie de comprendre et de faire avancer la science par rapport à ce qui a été publié. En général, on fait surtout sous forme de cas cliniques durant les colloques ou à la fin du colloque. Voilà, on aborde les dernières recommandations des sociétés savantes, donc à l'instar de European Society of Cardiology. Donc ça se fait chaque année en général, qu'on aborde les dernières recommandations, voilà, lorsqu'il y a voilà, il y a des nouvelles notions, par exemple, quand la société américaine avait parlé de... En fait, on discute souvent plus les dernières recommandations que les articles, mais voilà, ça se fait aussi dans les colloques à l'hôpital, donc dans les RCP notamment. C'est ça. Et le but de cette approche avec Journal Club, c'est vous encourager à lire. Parce qu'un médecin, c'est aussi une des missions, c'est de se mettre à niveau. Et lire des articles doit être vraiment régulier. On considère chaque semaine, on doit lire au moins 2 articles scientifiques. Et donc de pouvoir aussi le faire et partager avec d'autres. Et c'est une des choses qu'on fait sur le Café Santé. Donc vous serez la bienvenue lorsqu'on aura discuté. Le prochain, par exemple, c'est jeudi. Si vous regardez sur la bio du club, la petite maison verte au-dessus de la tête d'Ophélie, vous allez voir qu'il y a un article qui est prévu jeudi, qui est quand même un article intéressant. On parle ici de probiotiques et de diarrhée. On sait que souvent les probiotiques sont administrés de façon un peu large et cet article, ça permet de voir quelles sont les données de la littérature permettant de soutenir cette utilisation. Donc en général, le jeudi, on le fait à midi et demi, heure de Québec, ça fait 17h30, heure d'Algérie, 18h30, heure de France. Et c'est sûr que on aura peut-être un décalage horaire bientôt avec le changement d'heure d'hiver à voir. Alors il y a Sue qui nous a rejoint sur le stage. Donc t'as prêt? Oui, Sue, bonjour. On va accueillir Sue. C'est le Est-ce petit que tu es micro derrière ton micro? en bas à droite. Il y a comme un petit bouton en bas à droite sur ton écran. Oui, salut. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-vous? Très bien, et toi? Très bien, merci.
En fait, docteur, vous avez parlé des articles scientifiques et comment on critique, on analyse ces articles. En fait, je veux savoir comment on peut choisir les sources scientifiques dont on peut lire comme médecin ou comme étudiant en médecine. Parfait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra en parler lors d'une room et c'est important parce que justement de pouvoir trouver les articles, déjà choisir lesquels lire, ça dépend un peu de la spécialité dans laquelle on évolue. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, de pouvoir trouver les sources pour obtenir les PDF. Ça, c'est un point important aussi parce que de plus en plus, les articles se trouvent en version électronique. On a plus tellement besoin. Je me rappelle, ça fait presque 5 ans, j'ai pas mis la pied à la bibliothèque universitaire parce que la plupart des articles sont en ligne. Et puis, troisième point, c'est de pouvoir évaluer ces articles. Et ça, c'est aussi ce qu'on fera lorsqu'on discutera de comment critiquer un article scientifique. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important, ta question. Tu es en quelle année, Sue, de médecine? Je suis en 16e année. D'accord. Et quelle spécialité en ce moment ou quelle spécialité tu t'intéresses? Pour le moment, je suis en urgence chirurgicale. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ce que je regarderai, c'est j'essaierai de voir par rapport aux articles sur la traumatologie, on pourra te proposer un. Et puis, lors d'un journal club le jeudi, si tu es d'accord de le réviser, le présenter, ce sera avec plaisir qu'on pourra faire l'exercice. Oui, avec plaisir. Excellent. Michel, j'ai vu ton micro ouvert. Oui, du coup, une question me venait en tête. Est-ce que l'Algérie prenait inscrivait des résidents étrangers pour la faculté de médecine pour le résident? Ça va être ça ma préoccupation. Bon, pour le parcours médical, oui, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Dans ma fac, voilà, donc j'ai mes amis, il y a ceux qui sont du Ghana, du Nigeria, il y a aussi de la Jordanie, de la Jordanie, je pense, bon, il y a de la Jordanie. Bref, il y a, dans le parcours médical, oui, il y a différents étudiants, mais dans le résidenat, personnellement, je n'ai pas vu quelqu'un qui a fait ses études en dehors de l'Algérie faire un parcours de spécialité en Algérie. Mais pour les études, oui, il y en a pas mal. Et En fait, dans la même... Vas-y, Waïba. oui, pardon. En fait, pour les résidents étrangers, quand ils veulent faire un résidenat, il y a deux options qui s'offrent à eux. S'ils décident d'exercer la médecine en Algérie, ils doivent passer par le concours de spécialité comme tout médecin généraliste algérien. Et dans le cas où ils souhaitent seulement faire le parcours de spécialisation, c'est-à-dire les 4 ou 5 ans de résidanat, là, il a l'avantage de faire la spécialité de son choix sans passer par le concours et le classement et toute la sélection qui se fait par rapport au concours. Voilà, peut-être ça se fait à Alger, mais à Tizi Ouzou, personnellement, je n'ai pas vu de résidents étrangers. Peut-être que c'est à Alger, avec plus d'hôpitaux, il y en a plus de résidents Oui, étrangers. il y a beaucoup d'étrangers qui font leur résidanat dans Mais la faculté d'Alger. est-ce qu'ils ont fait leurs études en Algérie, ils poursuivent le résidenat, ou bien ils ont fait Les les études deux, ailleurs? les deux. J'ai vu des résidents qui ont fait leurs 7 ans de médecine et ensuite ils préfèrent, c'est parce qu'ils préfèrent rester en Algérie par la suite, donc ils préfèrent passer le concours et avoir le droit d'exercer par la suite. Et d'autres qui veulent repartir dans leur pays, dans leur pays, donc ils choisissent la spécialité de leur choix sans passer par le concours. Intéressant. Et ceux qui arrivent pour le début de la médecine,
donc vont être sélectionnés avec les mêmes critères que vous, ou il y a un nombre de places limité pour ceux qui commencent au début de la médecine? Bon, ça, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, et du coup, je peux répondre. Au fait, ça se fait au niveau de l'ambassade d'Algérie dans les différents pays. Ils vont vous donner, enfin, une fois vous avez le baccalauréat, pour un étranger, par exemple, une fois il a son baccalauréat, ils vont lui donner l'équivalence de son baccalauréat en moyenne algérienne. Donc, il va s'inscrire dans les universités et s'il est accepté, voilà, donc il va faire le visa d'études. Donc il est soumis aux mêmes critères. Moi, mon ami du Ghana, c'est ce qu'il a fait. Voilà, donc il a eu son baccalauréat là-bas. Après, il a fait l'équivalence de son baccalauréat pour qu'il puisse s'inscrire dans une université ici. Ce n'est pas un concours, c'est juste une différente notation parce que en Algérie, c'est noté sur 20 et avec les coefficients des modules. Donc, ça se fait au niveau des ambassades. Ok, donc un candidat qui est par exemple au Congo, qui a un bon dossier scolaire, peut postuler, avoir une bonne chance de réussir simplement. Oui, ça dépend de son résultat au baccalauréat. Miché, as-tu une deuxième question pour Waïba ou Amine? Non, non, c'était assez clair. Là, c'était peut-être pour l'inscription en faculté de médecine et pour ceux qui veulent faire le résident. Je ne sais pas s'il a répondu à la question. Oui, c'est Waïba qui avait répondu en disant qu'il y en a qui arrivent en cours de route. C'est bien ça, Waïba? Oui, ils peuvent passer le concours et choisir leur poste selon leur classement, ou alors ils choisissent de faire la spécialité qu'ils souhaitent, mais par la suite, ils peuvent pas exercer pour la médecine en Algérie. Donc, c'est un choix personnel à faire par rapport aux médecins résidents. Donc ça va être très intéressant. On fera une prochaine room sur l'exercice de la médecine, l'installation, les cliniques, les hôpitaux. Je pense que ce n'est que la première room qu'on fait et de chaque pays en pays, on compare justement les pratiques et le point que tu mentionnes à l'instant, Waïba, c'est important, les critères d'exercice. Donc ça, c'est très variable d'un pays à l'autre. Dans certains pays, c'est la nationalité, d'autres, c'est le diplôme, etc. Donc on pourra vraiment faire une deuxième room sur l'Algérie. Cathy? Oui, tout à fait. C'est cette partie qui à la fois clôt un peu les études, mais évidemment et le commencement du métier, c'est le choix entre une carrière hospitalière, donc rester à l'hôpital, ou avoir une activité dite libérale, ou même une activité mixte. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir selon les pays et même dès les études comment c'est encouragé, comment la carrière hospitalière est encouragée ou pas, et s'il y a des cours qui préparent à la médecine libérale. Voilà, c'est assez intéressant de voir ça aussi à travers les différents pays. Voilà, Oui, toute cette partie-là, hein, médecine libérale, médecine hospitalière. et aussi, ouais, toute la question des déserts médicaux, hein, c'est un grand pays, l'Algérie. Il y a beaucoup de régions qui doivent être moins sollicitées. Et je sais pas si, Waïba, tu vas aller au nord ou à l'est. Quelles sont les régions les moins sollicitées? C'est le sud. Le sud. Donc, on parlera de tout ça dans une prochaine room avec plaisir. Sophie? Pas d'autres questions. Merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant d'apprendre comment les études de médecine se déroulent en Algérie. Merci. Merci beaucoup. Ophélie? Non, pas de questions non plus de mon côté. C'est vrai que en vous écoutant sur le stage, je me dis qu'il y a quand même énormément de possibilités avec le café santé de travailler et sur la vulgarisation de la santé et de la médecine, donc plutôt une communication patient, et aussi de permettre aux professionnels de santé, aux étudiants, aux futurs médecins, aux médecins-chercheurs, de pouvoir échanger ensemble grâce à Clubhouse, et je trouve ça extrêmement intéressant pour la suite et comment le café santé va évoluer, parce que ça peut aussi apporter beaucoup dans la compréhension de la pratique de chacun. Voilà.
Excellent, oui, c'est un outil qu'on a vraiment en main, qui a beaucoup de potentiel et nous sommes très heureux d'avoir croisé le chemin, votre chemin à tous respectifs. Et nous remercions ceux qui sont restés dans la salle nous écouter, Sarah, Maureen, Zina, Sabrina, Samira, Angélique, Khadija, Seta, Babacar, Nejma, Artemis et Salima. Et je vais juste passer le micro à Waiba pour son mot de la fin, pour qui va nous dynamiser avant qu'on ne clôture la room. Waiba, le mot de la fin. Je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation. J'ai été très ravie d'être parmi vous. Et je trouve que les cafés santé aussi, et je trouve que les sujets sont très intéressants. J'ai l'habitude en tout cas de vous écouter. Et merci encore. Merci beaucoup à toi. C'est Merci à vrai qu'on toi. te Oui. voit Merci. beaucoup dans nos rooms et c'est un peu comme ça, comme les chemins se croisent et on apprend, on partage. Et vraiment, n'hésitez pas à venir aux réunions de Journal Club. Et puis, on va annoncer aussi la prochaine room qui est prévue. Je crois que c'est samedi prochain. Le thème, c'est... Juste que je Et retrouve. merci Amine, hein. Vous avez été très complémentaires. Il y avait une Complètement. belle synergie, une belle fluidité. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous, merci pour la room. Merci. Merci. Donc c'est le samedi 13 novembre parce que samedi prochain, j'aurai un empêchement personnel et je pense que, à moins qu'on trouve un autre thème, mais le prochain qui est à l'agenda, c'est Sophie qui va nous parler le 13 novembre de la santé mentale. On va entrer en détail un petit peu dans les Le enjeux autour Journal de la Club santé aussi, mentale. le Oui, oui, 28. oui. Le jeudi, exactement. Le jeudi, c'est Journal Club. Donc, Probiotiques et diarrhée post-antibiotique. Bon, bon appétit. Mais exactement. Donc après cette room-là, ça sera le 13 novembre. Mais suivez quand même le club, le calendrier, parce que régulièrement on ajoute des thématiques, notamment tout ce qui est l'actualité santé, la e-santé, et puis les journées mondiales. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cette room. C'était un plaisir. Merci à chacun de vous d'être resté jusqu'à la fin. Et puis on s'est dit rendez-vous pour d'autres aventures. oui, belle soirée, belle Merci. journée, belle après-midi. Bonne Merci encore. soirée. Merci, bonne soirée à tous. Tu nous fais un petit décompte, Docteur Pré? 5, 4, 3, 2, 1 et go.